Alors, lorsque l'on veut euh, définir et classifier les climats, il s'agit toujours de voir, mais comment est-ce qu'on approche cela? Parce que les écosystèmes sont différents, la géographie est différente. Donc ici, il y a un Allemand qui s'appelle M. Köppen qui a décidé de classifier les climats en fonction de euh, deux facteurs importants. Maintenant, les deux facteurs importants se rapportent à la température et à la précipitation. Donc ici, c'est les températures qu'il y a dans un endroit donné en moyenne sur une trentaine d'années, les précipitations moyennes à chaque mois de l'année à un endroit donné, et il a tout mis cela sur un climatogramme. Maintenant, en géographie, on fait la liste des grandes catégories de biomes. Peut-être que j'en ferai une vidéo plus tard. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est me concentrer sur le fait que, oui, on peut classifier les climats en, en grandes zones, mais ici, Köppen, ce qui est intéressant avec ces climatogrammes, c'est qu'on peut mesurer les températures, on peut mesurer la quantité de précipitation, et cela permet de pouvoir classifier certains écosystèmes dans les climats. Ce qui est intéressant aussi, c'est que puisque c'est une moyenne de température et une moyenne de précipitation, ça nous donne une bonne idée comment est-ce que le climat reste stable. Maintenant, n'oubliez pas que les températures peuvent varier selon les latitudes. Donc, comment est-ce qu'on va de l'équateur en allant vers le pôle nord ou l'équateur et le pôle sud? Ça peut être aussi être affecté par les grands vents et par la géographie, s'il y a beaucoup d'eau ou s'il y a des montagnes, par exemple. Pour les précipitations, c'est la même chose. Les précipitations sont assez stables dans un territoire donné. Par contre, s'il y a un océan ou un grand corps d'eau qui est près d'un endroit, s'il y a les vents qui sont affectés par la géographie ou les montagnes, il se peut qu'on ait à ce moment-là des climats qui sont spécifiques. On peut même les appeler des microclimats. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais définir un peu qu'est-ce que c'est un climatogramme et après, on va regarder quelques sous-divisions de ce que c'est les climats. Alors, lorsque l'on parle d'un climatogramme, un climatogrammes est un graphique et ce graphique a quelques informations importantes. Premièrement, ça nous donne des informations sur tous les mois de l'année, en parlant de janvier jusqu'à décembre. L'autre information importante, c'est la moyenne mensuelle de précipitation. Donc, ceci est en millimètres. Ça, c'est le climatogramme de Toronto. Et donc, si on regarde l'échelle, ici, c'est des petites lignes de 10. Et ici, j'ai une échelle de 50 et de 100 millimètres. Très bien. Donc, on a des colonnes bleues. Et le bleu représente l'eau, bien sûr. Et on peut voir que la précipitation à Toronto semble assez stable durant toute l'année. Maintenant, ça, c'est une moyenne. C'est une moyenne de précipitation, par exemple, dans le mois de janvier. Ici, c'est de la neige depuis une trentaine d'années. Donc, entre 25 et 30 ans, ça dépend qui fait le climatogramme. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que il arrive que durant une année, il peut y avoir peut-être un temps plus de sécheresse. Donc, si on prend le mois de juillet, ici, on a à peu près 70 millimètres de pluie. Il arrive quelques années où les mois de juillet sont beaucoup plus secs. Donc, dans une année, il peut y avoir moins de précipitations. Dans d'autres années, il peut y avoir des mouvements atmosphériques qui font qu'il y a de grandes averses et il y a des dizaines et des dizaines de millimètres de pluie en l'espace de 24 heures. À ce moment-là, dans un mois, dans cette année-là, il y a beaucoup plus. Par contre, notre climatogramme nous donne une moyenne ici. Donc, on ne parle pas de ce qui se passe dans une année, mais en moyenne. Très bien. L'autre information qui arrive, c'est la température en degrés Celsius. Et ici aussi, pour Toronto, dans le mois de janvier, la moyenne est sous la barre des 0 degrés. Dans le mois de décembre, la moyenne est aussi
à peu près est en bas de zéro. Je pense à peu près -2, entre -2 et -5 degrés. Maintenant, si on regarde l'été, le mois le plus chaud, c'est ici entre juillet et août, et on a à peu près une température moyenne entre 18 et 20 degrés. Ça veut dire que, et si on regarde la courbe ressemble à ceci. Alors, cette courbe nous montre quoi? Nous montre que durant l'hiver, en janvier, c'est sous zéro comme moyenne. Février devient un peu plus froid et on se retrouve avec le printemps et on a les mois d'été avec les mois les plus chauds en moyenne et les températures vont redescendre pour la fin de l'année. Donc, rapidement, avec un climatogramme comme ceci, ça nous donne des informations sur l'environnement. Maintenant, température moyenne va nous dire, bien sûr, quel type de végétation il peut y avoir. La quantité de pluie nous indique aussi le type de végétation qu'il peut y avoir. Et, dépendant de la végétation, on a différents écosystèmes. Donc, le climatogramme est une façon de représenter les informations et bien sûr, c'est important de prendre ceci et les mettre dans un contexte géographique. Sachant maintenant que nous avons parlé de climatogramme avec les précipitations et la température, maintenant, comment est-ce que ces informations peuvent nous aider à organiser les climats? Donc, Köppen a classifié les climats en 5 grandes parties. Il y en a d'autres. D'autres personnes vont les classifier de d'autres façons. Mais souvent, les climatogrammes vont nous aider. Mais regardons ce que M. Köppen a fait comme idée. Il a organisé les climats en 5 grandes catégories. Et ici, la première catégorie, c'est les climats humides tropicaux. Donc, les climats humides tropicaux sont là où on a les grandes forêts tropicales. On se retrouve près de l'équateur, où il y a beaucoup d'évaporation, parce que le climat humide tropical est défini par à peu près plus de 1500 mm de pluie par année, donc plus de 1,5 m de pluie dans une année. Et autre chose importante, les températures annuelles ont tendance à être toujours au-dessus de 18 degrés Celsius. Et ceci permet de maximiser la croissance des plantes et donc ici avoir des environnements tropicaux. Un autre climat qui est l'opposé, ce sont les climats secs. Maintenant, les climats secs sont des climats où il y a peu de précipitations. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est seulement les précipitations qui sont importantes. Parce que ici, dans un climat sec, on peut avoir des déserts froids qui vont jusqu'à moins 40 degrés en moyenne ou des déserts chauds qui peuvent aller jusqu'à 40 degrés Celsius durant la journée. Donc ici, on se retrouve avec un climat défini presque exclusivement par le manque de précipitations. Les deux suivants, ce sont des climats humides à latitude moyenne. Donc ça, c'est un peu comme le nord des États-Unis, le Canada et l'Europe, ainsi que un peu le sud de la Russie et aussi, on peut dire l'Asie du moyenne. Ce qui est intéressant, c'est qu'il le divise en deux parties. Ici, il y a des précipitations de pluie et de neige, bien sûr, mais ce qui différencie les deux, c'est les températures. Ici, les climats humides de latitude moyenne et hiver doux, c'est un peu comme ici à Toronto, où on a des températures qui ne vont jamais en dessous de moins 3 degrés Celsius. Maintenant, si on n'a pas besoin d'aller très très loin, si on va au nord de Toronto, on va à la ville de Québec ou dans les provinces intérieures, on se retrouve avec des climats humides de latitude moyenne, mais avec des hivers froids. On a donc ici des hivers où les températures vont descendre en moyenne entre sous la barre des moins 3 degrés, donc il fait plus froid. Et je rappelle qu'ici, ce sont des moyennes. Donc, quelques jours, il peut faire moins 20, mais en moyenne, on se retrouve ici avec moins 3 degrés Celsius. Et bien sûr, il y a les climats polaires qui se retrouvent près des latitudes
je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait être. Peut-être plus de 70 degrés, peut-être même 60, 70 et au pôle sud aussi. Et ici, ce sont des climats polaires où on a en moyenne des températures qui sont en moyenne à moins 10 degrés Celsius. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des calottes glaciaires permanentes. Donc, ce sont les 5 façons que M. Köppen a divisé les climats. Pour compléter le sujet sur les climats, je vais parler ici de certains aspects. N'oubliez pas que le climat se rapporte à l'environnement. Comment est-ce que on se retrouve avec les températures et les précipitations. Maintenant, lorsqu'on parle de... Alors ça, ce sont des composantes abiotiques. Lorsqu'on pense à des composantes biotiques, donc les organismes vivants, on va parler à ce moment-là du regroupement d'écosystèmes dépendant du climat et on va les organiser avec les biomes. Donc les biomes, ce sont ces regroupements d'organismes dans des regroupements d'écosystèmes qu'on peut représenter dépendant les climats. Je ne parlerai pas ici de biomes, j'en ferai une vidéo une autre fois où vous pouvez aller revoir ce que vous avez fait en géographie dans les mois passés. Autre mot important, lorsqu'on parle de climat, il peut y avoir des écozones. Maintenant, les écozones, ce sont des zones où sont un peu séparées par souvent parce qu'il y a un lac, par exemple, parce que c'est séparé par un océan ou une chaîne de montagnes. Donc, par exemple, Madagascar est un peu une écozone. À ce moment-là, on est près des océans et océans des deux côtés. Et même comment je pourrais dire ça? Les organismes vivants sont différents. Hawaï, c'est la même chose. Un autre exemple qu'on pourrait aller voir, ça serait par exemple Calgary. À Calgary, on se retrouve souvent avec des hivers qui ont tendance à être secs. Et la raison pour cela, c'est que lorsqu'on a la chaîne de montagnes qui est les Rocheuses, on a l'humidité du Pacifique et lorsque l'humidité arrive sur les montagnes rocheuses, l'humidité reste du côté ouest des montagnes et lorsqu'on arrive à ce moment-là à Calgary du côté est des montagnes, il y a beaucoup moins d'humidité. Et à ce moment-là, on se retrouve avec une écozone. Il y a aussi des écorégions et les écorégions, ce sont des petits endroits qui, avec la géographie, ont des climats qui sont différents. Un exemple de cela, c'est la vallée d'Okanagan en Colombie-Britannique où on fait pousser des fruits. À cause que les saisons d'été sont plus longues, ça permet à des plantes de pouvoir pousser plus longtemps. Un autre exemple, près de Sainte Catherine, avec un C, près de Sainte Catherine, et il y a aussi une autre ville, et j'essaie de voir qu'est-ce que c'est. J'oublie. C'est juste au nord de Niagara Falls, et c'est Niagara-on-the-Lake. There you go. La petite ville, c'est Niagara-on-the-Lake, et ça, c'est un territoire qui est près du lac Ontario, mais il y a une falaise, et tiens, je vais faire un dessin pour vous. Donnez-moi un instant. Alors ici, vous savez que les chutes Niagara, ce sont des grandes chutes. C'est qu'il y a d'un côté, on a un niveau plus haut et on a un niveau plus bas qui fait qu'il y a les chutes. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a l'escarpement du Niagara ici, les chutes sont un peu plus loin. Et lorsqu'on arrive près du lac Ontario, on a une petite zone ici qui est plus basse que cet endroit-ci. Et on a le lac Ontario qui a tendance à la fin de l'été d'être plus chaud. Et au printemps, on se retrouve avec un printemps qui est plus frais un petit peu. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la région ici, on se retrouve avec des arbres fruitiers qu'on ne retrouve nulle part ailleurs en Ontario. On peut faire pousser des cerises, des pêches, des poires qui sont beaucoup plus difficiles, sinon impossibles, dans d'autres régions de l'Ontario. Et c'est qu'ici, on a l'effet du lac comme ceci. Et on a des fois le vent qui va arriver de ce côté-ci. Donc, on a ici une écorégion qui est spécifique géographiquement. Ça change les climats. Donc, les écosystèmes peuvent être différents. Donc, ça, c'est un peu des informations pour vous.